Les étangs. Parfois, après une indigestion de société humaine et de commérage, ayant usé jusqu'à la corde tous mes amis du village, je m'en allais à l'aventure plus loin encore vers l'ouest que là où d'ordinaire je m'arrête dans des parties de la commune encore plus écartées, vers des bois nouveaux et des pâtures neuves, ou bien, tandis que le soleil se couchait, faisais mon souper de galussacie et de myrtille sur Fairhaven Hill, et en amassais une provision pour plusieurs jours. Les fruits ne livrent pas leur vraie saveur à celui qui les achète, non plus qu'à celui qui les cultive pour le marché. Il n'est qu'une seule façon de l'obtenir, encore que peu emploient cette façon-là. Si vous voulez connaître la saveur des myrtilles, interrogez le petit vacher ou la gélinotte. C'est une erreur grossière pour qui ne les cueillit point de s'imaginer qu'il a goûté à des myrtilles. Jamais un myrtille ne va jusqu'à Boston. On ne les y connaît plus depuis le temps où ils poussaient sur ces trois collines. Le goût d'ambroisie et l'essence du fruit disparaissent avec le velouté qu'enlève le frottement éprouvé dans la charrette qui va au marché et se devient simple provende. Aussi longtemps que régnera la justice éternelle, pas le moindre myrtille ne pourra s'y voir transporté des collines du pays en son innocence. De temps à autre, mon sarclage terminé pour la journée, je rejoignais quelque impatient camarade en train de pêcher depuis le matin sur l'étang, silencieux et immobile, comme un canard ou une feuille flottante, et qui, après s'être exercé à différents genres de philosophie, avait conclu en général, dans le temps que j'arrivais, qu'il appartenait à l'antique secte des Cénobites. Il était un homme plus âgé, excellent pêcheur et expert en toutes sortes d'arts sylvestres, qui se plaisait à considérer ma maison comme un édifice élevé pour la commodité des pêcheurs. Et non moins me plaisais-je à le voir s'asseoir sur le seuil de ma porte pour arranger ses lignes. Parfois nous restions ensemble sur l'étang, lui assis à un bout du bateau et moi à l'autre. Mais peu de paroles s'échangeaient entre nous, attendu qu'il était devenu sourd en ces dernières années, quoiqu'à l'occasion il fredonna un psaume, lequel s'harmonisait assez bien avec ma philosophie. Notre commerce, ainsi, en était un d'harmonie continue, beaucoup plus plaisant à se rappeler que si ce fut la parole qui l'eût entretenu. Lorsque, et c'était ordinairement le cas, je n'avais personne à qui parler, j'avais l'habitude de réveiller les échos d'un coup d'aviron sur le flanc de mon bateau, remplissant les bois alentours d'un bruit en cercle de plus en plus élargi, les faisant lever tel le gardien d'une ménagerie ses fauves, jusqu'à tirer un grognement de la moindre vallée, du moindre versant boisé. Les soirs de chaleur, je restais souvent assis dans le bateau à jouer de la flûte, et voyais la perche que je semblais avoir charmée se balancer autour de moi, et la lune voyager sur le fond gaudronné que jonchaient les épaves de la forêt. Jadis, j'étais venu à cet étang par esprit d'aventure, de temps à autre, en des nuits sombres d'été avec un compagnon, et allumant tout près du bord de l'eau un feu qui, nous le supposions, attirait les poissons, nous prenions des loups à l'aide d'un paquet de verre enfilé à une ficelle. Après quoi, tard dans la nuit, et une fois tout fini, jetions en l'air les tisons embrasés tels des fusées, qui, descendant sur l'étang, s'y éteignaient avec un grand sifflement pour nous laisser soudain tâtonner dans d'absolues ténèbres. À travers elles, sifflant un air, nous nous réacheminions vers les repères des hommes. Or voici que j'avais établi mon foyer près de la rive. Parfois, après être resté dans quelque parloir de village jusqu'à ce que toute la famille se fût retirée, il m'est arrivé, ayant réintégré les bois, de passer les heures du milieu de la nuit, un peu en vue du repas du lendemain, à pêcher du haut d'un bateau au clair de lune, pendant que hiboux et renards me donnaient la sérénade, et que de temps à autre, la note croissante de quelque oiseau inconnu se faisait entendre là, tout près. Ces expériences furent aussi curieuses que précieuses pour moi. À l'ancre, dans 40 pieds d'eau, et à 20 ou 30 verges de la rive, environnés parfois de milliers de petites perches et vairons, qui ridaient de leur queue la surface dans la lumière de la lune, et communiquant par une longue ligne de lin avec de mystérieux poissons nocturnes, dont la demeure se trouvait à 40 pieds au-dessous, ou parfois remorquant de droite et de gauche sur l'étang, alors que je dérivais dans la paisible brise de la nuit,
60 pieds d'une ligne que de distance en distance je sentais parcourue d'une légère vibration, indice d'une vie rôdant près de son extrémité, de quelque sourd, incertain et tâtonnant dessein par là, lent à se décider. On finit par amener lentement, en tirant main par-dessus main, quelques loups cornus qui crient et frétillent à l'air des régions supérieures. C'était fort étrange, surtout par les nuits sombres, lorsque vos pensées s'en étaient allées vers de vastes thèmes cosmogoniques, errés dans d'autres sphères, de sentir cette faible secousse qui venait interrompre vos rêves et vous réenchaîner à la nature. Il semblait qu'après cela, j'eusse pu jeter ma ligne là-haut dans l'air, tout comme en bas, dans cet élément à peine plus dense. Ainsi prenais-je 2 poissons, comme on dit, avec un hameçon. Le décor de Walden est d'humble dimension et, quoique fort beau, n'approche pas du grandiose, plus qu'il ne saurait intéresser qui ne l'a longtemps fréquenté ou n'a habité près de sa rive. Encore cet étang est-il assez remarquable par sa profondeur et sa pureté pour mériter une description particulière. C'est un puits clair et vert foncé, d'1 demi-mille de long et d'1 mille 3/4 de circonférence, d'une étendue de 61 arpents et demi environ, une source perpétuelle au milieu de bois de pin et de chêne, sans la moindre entrée ni sortie visible, sauf par les nuages et l'évaporation. Les collines qui l'entourent s'élèvent abruptement de l'eau à la hauteur de 40 à 80 pieds, bien qu'au sud-est et à l'est, elles atteignent près de 100 et 150 pieds respectivement, dans le rayon d'1/4 et d'1/3 de mille. Elles sont exclusivement boisées. Toutes nos eaux de Concorde ont 2 couleurs au moins, une lorsqu'on les contemple à distance et une autre, plus particulière, de tout près. La première dépend surtout de la lumière et suit le ciel. En temps clair, l'été, elles paraissent bleues à une petite distance, surtout si elles sont agitées, et à une grande distance, toutes ont le même aspect. En temps d'orage, elles sont parfois couleur d'ardoise sombre. La mer, cependant, passe pour bleue un jour et verte un autre, sans perceptible changement dans l'atmosphère. J'ai vu notre rivière, alors que le paysage était couvert de neige, à la fois glace et eau, presque aussi verte qu'herbe. Certains voient dans le bleu la couleur de l'eau pure, soit liquide, soit solide. Mais regarde-t-on droit sous soi nos eaux du bord d'un bateau, qu'on les voit être de couleurs très différentes. Walden est bleu à certains moments et vert à d'autres, même sans qu'on change de point de vue. Étendu entre la terre et les cieux, il participe de la couleur des deux. Contemplé d'un sommet, il reflète la couleur du ciel, mais, à portée de la main, il est d'une teinte jaunâtre près de la rive, où le sable est visible, puis d'un vert clair, qui par degrés se fonce pour devenir un vert sombre, uniforme dans le corps de l'étang. Sous certaines lumières, contemplées même d'un sommet, il est d'un vert éclatant près de la rive. On a attribué cela au reflet de la verdure, mais il est également vert là, contre le remblai de sable du chemin de fer, et au printemps, avant le déploiement des feuilles, ce qui peut être simplement le résultat du bleu dominant mêlé au jaune du sable. Telle est la couleur de son iris. C'est aussi la partie où, au printemps, la glace recevant la chaleur du soleil que réverbère le fond et que transmet en outre la terre, se dissout la première et forme un étroit canal tout autour du milieu encore gelé. Comme le reste de nos eaux, lorsqu'elles sont fortement agitées, en temps clair, de telle sorte que la surface des vagues puisse refléter le ciel à angle droit, ou parce que plus de lumière se mêle à lui, il paraît à petite distance d'un bleu plus sombre que le ciel même. Or, à tel moment, me trouvant à la surface et divisant mon rayon visuel de façon à voir la réflexion, j'ai discerné un bleu clair, sans tache et indescriptible, tel qu'en donne l'idée des soies moirées ou changeantes et les lames d'épée, plus céruléens que le ciel même, alternant avec le vert sombre et originel des côtes opposées des vagues, qui ne paraissait que bourbeux en comparaison. C'est un bleu verdâtre et vitreux, si je me rappelle bien, comme ces lambeaux de ciel d'hiver qu'on voit par des éclaircies de nuages à l'ouest avant le coucher du soleil. Encore qu'un simple verre de son eau présenté à la lumière soit aussi incolore qu'une égale quantité d'air.
C'est un fait bien connu qu'une plaque de verre aura une teinte verte, due, comme disent les fabricants, à son corps, alors qu'un petit morceau du même sera incolore. De quelle ampleur faudrait-il que soit un corps de l'eau de Walden pour refléter une teinte verte? N'en ai jamais fait l'expérience. L'eau de notre rivière est noire, ou d'un brun très sombre, pour qui la regarde directement de haut en bas, et, comme celle de la plupart des étangs, impartit au corps de qui s'y baigne une teinte jaunâtre. Mais cette eau-ci est d'une pureté si cristalline que le corps du baigneur paraît d'un blanc d'albâtre, moins naturel encore, lequel, étant donné que les membres se trouvent avec cela grossis et contournés, produit un effet monstrueux, propre à fournir des sujets d'étude pour un Michel-Ange. L'eau est si transparente qu'on en peut aisément distinguer le fond à 25 ou 30 pieds de profondeur. En ramant dessus, on voit à nombre de pieds au-dessous de la surface les troupes de perches et de vairons, longs peut-être seulement d'1 pouce, quoiqu'on reconnaisse sans peine les premiers à leur barre transversale, et on les prendrait pour des poissons ascètes, capables de trouver là une subsistance. Une fois, en hiver, il y a pas mal d'années, je venais de tailler des trous dans la glace pour prendre du brocheton, quand, en remettant le pied sur la rive, je rejetai ma hache sur la surface polie. Or, comme si quelque mauvais génie l'eût dirigée, elle s'en alla glisser après un parcours de 4 ou 5 verges, tout droit dans l'un des trous, en un point où l'eau avait 25 pieds de profondeur. Par curiosité, je me couchai sur la glace et regardai par le trou, où je finis par apercevoir la hache, un peu sur le côté, reposant sur la tête, le manche debout, qui allait et venait, doucement, selon le pouls de l'étang. Et là eût-elle pu rester ainsi, debout, à aller et venir, jusqu'à ce qu'au cours du temps le manche pourrit, si je n'étais intervenu. Pratiquant un autre trou, droit au-dessus, à l'aide d'un ciseau à glace que je possédais, et coupant avec mon couteau le plus long bouleau que je pus trouver dans le voisinage, je fis un nœud coulant que j'attachai à son extrémité, le laissai descendre avec précaution, le passai par-dessus la pomme du manche, puis le tirai à l'aide d'une ligne le long du bouleau, grâce à quoi je fis remonter la hache. La rive, qui se compose d'une ceinture de pierres blanches polies et arrondies, comme des pierres de pavage, à part 1 ou 2 étroites baies de sable, est tellement escarpée qu'en mains endroits, il suffira d'un saut pour vous mettre dans l'eau jusque par-dessus la tête. Et n'était sa remarquable transparence, ce serait tout ce qu'il y aurait à voir dans son fond jusqu'à ce qu'il se relève sur le côté opposé. D'aucuns le croient sans fond. Nulle part il n'est pourbeux, et un observateur de passage dirait qu'il n'y a pas la moindre herbe dedans. Et en fait de plantes à noter, sauf dans les petites prairies nouvellement inondées, qui ne sont point à proprement parler de son domaine, un examen plus attentif ne découvre ni un iris, ni un jonc, pas même un nénuphar, jaune ou blanc, rien que quelques petites luzernes, quelques potamots et peut-être un plantain ou deux, lesquels tous, cependant, un baigneur pourrait ne pas apercevoir. Plantes qui sont nettes et brillantes comme l'élément dans lequel elles poussent. Les pierres s'étendent à 1 ou 2 verges dans l'eau, après quoi, le fond est sable pur, sauf dans les parties les plus profondes, où se trouve d'ordinaire un petit dépôt provenant sans doute de la chute des feuilles qui ont volé jusque-là au cours de tant d'automnes successives. Et on ramène sur les ancres une brillante herbe verte, même en plein hiver. Nous avons un autre étang tout pareil à celui-ci, l'étang Blanc, à 9 Acre Corner, à environ 2,5 miles vers l'ouest. Mais bien que je sois en relation avec la plupart des étangs à une douzaine de miles à la ronde, je n'en connais pas un troisième de ce caractère pur, de ce caractère de source. Des nations successives, il se peut, y ont bu, l'ont admiré et sondé, puis ont passé, encore que l'eau en soit verte et limpide, comme jamais. Rien d'une source intermittente. Peut-être en ce matin de printemps où Adam et Ève furent chassés de l'Éden, l'étang de Walden était-il en vie déjà, dès lors s'évaporant en douce pluie printanière accompagnée de brouillard et d'un petit vent du sud, et couvert de myriades de canards et d'oies qui n'avaient pas entendu parler de la chute
en un temps où leur suffisaient encore des lacs de cette pureté. Dès lors avait-il commencé à monter et descendre, clarifier ses eaux et colorer de la nuance qui les part aujourd'hui, puis obtenu du ciel un brevet pour être le seul étang de Walden du monde, distillateur de célestes rosées. Qui sait en combien de littératures de peuples oubliés ceci fut la fontaine de Castalie, ou quelle nymphe la présidèrent en l'âge d'or. C'est une gemme de la première eau que Concorde porte dans sa couronne. Toutefois, se peut-il que les premiers qui vinrent à cette fontaine aient laissé quelques traces de leurs pas. J'ai été surpris de découvrir, ceinturant l'étang, là même où un bois épais vient d'être abattu sur la rive, un étroit sentier qu'on dirait une planche dans le versant escarpé, tour à tour montant et descendant, se rapprochant et s'éloignant du bord de l'eau, aussi vieux, il est probable, que la race de l'homme ici, tracé par les pieds des chasseurs aborigènes et encore aujourd'hui, de temps à autre, foulé à leur insu par les occupants actuels du pays. Il est particulièrement distinct pour qui se tient au milieu de l'étang en hiver, juste après une légère chute de neige, alors qu'il prend l'aspect d'une claire et sinueuse ligne blanche que ne ternissent herbe ni brindilles, et fort apparent à un quart de mille de distance en maint endroits où en été, on peut à peine le distinguer de tout près. La neige le réimprime, pour ainsi dire, en clairs et blancs caractères de haut relief. Il se peut que les jardins ornés des villas qu'un jour on bâtira ici en conservent encore la trace. L'étang monte et descend, mais si c'est régulièrement ou non et en quel laps de temps, nul ne le sait, bien que, comme toujours, beaucoup prétendent le savoir. Il est ordinairement plus haut en hiver et plus bas en été, quoique sans correspondance avec l'humidité et la sécheresse générale. Je me rappelle l'avoir vu d'1 pied ou 2 plus bas, et aussi de 5 pieds au moins plus haut que quand j'habitais près de lui. Une étroite barre de sable y pénètre, dont un côté donne sur une très grande profondeur d'eau, et sur laquelle j'aidais à faire bouillir une marmite de chowder à quelques 6 verges de la rive principale, vers 1824, ce qu'il n'a pas été possible de faire depuis 25 ans. Et d'autre part, mes amis m'écoutaient d'une oreille incrédule lorsque je leur racontais que quelques années plus tard, j'avais pour habitude de pêcher du haut d'un bateau dans une crique retirée des bois à 15 verges du seul rivage qu'ils connussent, endroit qui fut, il y a longtemps, converti en prairie. Mais l'étang qui n'a cessé de monter depuis 2 ans est aujourd'hui, en l'été de 52, juste de 5 pieds plus haut que lorsque j'habitais là, ou aussi haut qu'il était il y a 30 ans, et on recommence à pêcher dans la prairie. Cela fait une différence de niveau au maximum de 6 ou 7 pieds, et cependant, l'eau versée par les collines environnantes est-elle au total insignifiante, ce qui permet d'attribuer ce débordement à des causes affectant les sources profondes. Ce même été, l'étang s'est mis à baisser de nouveau. Il est à remarquer que cette fluctuation, périodique ou non, semble ainsi demander nombre d'années pour s'accomplir. J'ai observé une crue et partie de 2 décrues, et je m'attends à ce que d'ici 12 ou 15 ans, l'eau soit retombée au niveau le plus bas que j'ai jamais connu. L'étang de Flint, à 1 mile vers l'est, en tenant compte de la perturbation causée par ses voies d'alimentation et d'écoulement, ainsi que les étangs intermédiaires plus petits, sympathisent avec Walden, et récemment atteignirent leur plus grande hauteur en même temps que ce dernier. La même chose est vraie, aussi loin qu'aille mon observation, de l'étang blanc. Cette crue et cette décrue de Walden à de longs intervalles est utile au moins en ceci. L'eau restant à cette grande hauteur 1 année ou davantage, si elle rend difficile de se promener autour de lui, tue les arbrisseaux comme les arbres qui ont poussé à proximité de ses bords depuis la dernière crue, Pitchpin, Bouleau, Aulne, Tremble et autres, pour, en baissant de nouveau, laisser une rive inobstruée. Car, différent de beaucoup d'étangs et de toutes les eaux soumises à une crue quotidienne, c'est quand l'eau est la plus basse que sa rive est la plus nette. Sur le côté de l'étang voisin de ma maison, une rangée de pitchpin, haut de 15 pieds,
a été tué et a basculé, comme sous l'effet d'un levier, ce qui a mis arrêt à leur empiètement. Et à leur taille se comptent les années qui se sont écoulées depuis la dernière crue à ce niveau. Par cette fluctuation, l'étang affirme son droit à une rive, et c'est ainsi que les arbres ne peuvent la tenir par droit de possession. Ce sont les lèvres du lac sur lesquelles nulle barbe ne croît. Ils se lèchent les babines de temps à autre. Lorsque l'eau atteint son plus haut point, les aulnes, les saules, les érables poussent de tous les côtés de leur tronc dans l'eau une masse de racines rouges et fibreuses de plusieurs pieds de long et jusqu'à 3 ou 4 pieds au-dessus du sol, en leur effort pour se maintenir. Et j'ai appris que les buissons d'érel en corimbe autour de la rive, qui généralement ne produisent pas de fruits, emportent une abondante récolte dans ces circonstances-là. Il y a eu des gens embarrassés pour expliquer le pavage si régulier de la rive. Mes concitoyens ont tous entendu raconter la tradition. Les plus vieilles gens m'assurent l'avoir entendu raconter dans leur jeunesse, suivant laquelle, anciennement, les Indiens tenaient là un powwow, sur une montagne aussi haut dressée dans les cieux que l'étang s'enfonce aujourd'hui profondément dans la terre, et employaient, comme dit l'histoire, un langage assez profane, quoique ce soit l'un de ceux dont les Indiens ne se rendirent jamais coupables. Lorsque, dans le temps où ils étaient de la sorte occupés, la montagne trembla, et soudain s'abîma, pour seule une vieille squaw nommée Walden survivre, de qui l'étang tient son nom. On a supposé que lorsque la montagne trembla, ces pierres-ci roulèrent à bas de son flanc pour devenir la présente rive. Il est en tout cas on ne peut plus certain que jadis, il n'y avait pas ici d'étang et qu'aujourd'hui il y en a un. Cette fable indienne ne contredit donc sous aucun rapport le récit de cet ancien colon que j'ai mentionné, qui se rappelle si bien le temps où, pour la première fois, il vint ici, avec sa baguette divinatoire, vit un mince filet de vapeur s'élever au-dessus de la pelouse, et où la baguette de coudrier pointa sans hésiter vers le sol, ce qui le décida à y creuser un puits. Pour ce qui est des pierres, beaucoup croient encore qu'on ne peut que difficilement les imputer à l'action des vagues sur ces collines-ci, mais j'observe que les collines environnantes sont étonnamment remplies de pierres du même genre, au point qu'il a fallu les empiler en muraille des deux côtés de la tranchée du chemin de fer la plus voisine de l'étang. D'ailleurs, c'est où la rive est la plus escarpée qu'il y a le plus de pierres, ce qui fait que pour mon malheur, ce n'est plus un mystère pour moi. Je découvre le paveur. Si le nom ne dérivait de celui de quelque localité anglaise, Saffron Walden, par exemple, on pourrait supposer qu'à l'origine, on l'appela l'étang Walled In. L'étang était mon puits, tout creusé. Durant 4 mois de l'année, son eau est aussi froide qu'elle est pure en toute saison, et je la crois aussi bonne alors que n'importe quelle autre, sinon la meilleure de la commune. En hiver, toute eau exposée à l'air est plus froide que celle des sources et des puits qui en sont à l'abri. La température de l'eau d'étang, qui avait séjourné dans la pièce où je me tenais de 5 heures de l'après-midi au lendemain midi, le 6 mars 1846, le thermomètre étant monté à 65 degrés ou 70 degrés une partie du temps, un peu à cause du soleil qui chauffait le toit, était de 42 degrés, ou d'1 degré plus froide que l'eau de l'un des puits les plus froids du village lorsqu'on vient de la tirer. La température de la fontaine bouillonnante, le même jour, était de 45 degrés, ou la plus chaude de n'importe quelle eau vérifiée, bien que ce soit la plus froide que je connaisse en été, lorsque, bien entendu, de l'eau de haut fond et de surface stagnante ne s'y trouve pas mélangée. De plus, en été, Walden ne devient jamais aussi chaud que l'eau généralement exposée au soleil, à cause de sa profondeur. Autant le plus chaud, j'en mettais d'habitude un seau dans ma cave, où, devenue fraîche dans la nuit, elle le restait pendant le jour, bien que j'eusse recours aussi à une source du voisinage. Elle était bonne au bout d'1 semaine, tout autant que le jour où on l'avait puisée, et ne sentait pas la pompe. Celui qui campe 1 semaine en été sur la rive d'un étang n'a qu'à enterrer un seau d'eau à quelques pieds de profondeur, à l'ombre de son camp,
pour être indépendant du luxe de la glace. On apprit dans Walden du brocheton, dont un seul pesait 7 livres, sans parler d'un autre qui emporta la ligne à toute vitesse et que le pêcheur estime en toute garantie 8 livres, parce qu'il ne le vit pas, de la perche et des loups, dont certains pesant plus de 2 livres, des vairons, des meuniers ou gardons, le Ciscus pulchellus, quelques rares brèmes et une couple d'anguilles, dont l'une pesant 4 livres. Si je précise, c'est que le poids d'un poisson est en général son seul titre de gloire, et que ces anguilles sont aussi les seules dont j'ai entendu parler en ces parages. En outre, j'ai le vague souvenir d'un petit poisson long de quelques pouces, à flancs d'argent et d'eau verdâtre, aux allures de dard, que je mentionne ici surtout pour relier mes faits à la fable. Néanmoins, cet étang n'est pas très poissonneux. Son brocheton, tout en n'abondant pas, en est le principal orgueil. J'ai vu reposer en même temps sur la glace du brocheton d'au moins 3 espèces différentes. Une longue et effilée couleur d'acier, fort ressemblante à ce que l'on prend dans la rivière. Une espèce d'un beau doré, à reflets verdâtres et particulièrement large, qui est ici la plus commune, et une autre couleur d'or, de même forme que la dernière, mais mouchetée sur ses flancs de petites taches brun foncé ou noires, entremêlées de quelques autres rouge sang éteint, un peu comme une truite. Le nom spécifique, Reticulatus, ne devrait pas lui être appliqué, mais bien plutôt Gutatus. Tout cela, c'est du poisson solide et qui pèse plus que ne promet sa taille. Les vairons, les loups et aussi la perche, à vrai dire tous les poissons qui habitent cet étang, sont beaucoup mieux faits, plus beaux, plus fermes de chair que ceux de la rivière et de la plupart des autres étangs, en raison de ce que l'eau est plus pure, et il est aisé de les en distinguer. Maint ichtyologiste, fort probablement, ferait de certains d'entre eux de nouvelles variétés. Il y a aussi dedans une belle race de grenouilles et de tortues, et quelques moules. Rats musqués et visons laissent leurs traces autour de lui, et il reçoit, à l'occasion, la visite d'une tortue de vase en voyage. Il m'arrivait, parfois, en poussant au large mon bateau le matin, de déranger quelques grandes tortues de vase qui s'étaient tenues cachées dessous pendant la nuit. Canards et oies le fréquentent au printemps et à l'automne. Les hirondelles à ventre blanc, hirundo bicolores, les fleurs de l'aile, et les guignettes tétèrent le long de ces rives pavées tout l'été. Il m'est arrivé de déranger quelques balbuzards perchés sur un pin blanc au-dessus de l'eau, mais je doute que l'aile d'une mouette le profane jamais, comme Fairhaven. Tout au plus tolère-t-il la présence d'un annuel plongeon. Ce sont là tous les animaux de quelque importance qui pour l'heure le fréquentent. On peut voir d'un bateau, en temps calme, près de la rive sablonneuse de l'Est, où l'eau a 8 ou 10 pieds de profondeur, et aussi en quelques autres parties de l'étang, des tas circulaires d'une demi-douzaine de pieds de diamètre sur 1 pied de haut, qui consistent en petites pierres, dont le volume n'atteint pas celui d'un œuf de poule, alors que tout autour, c'est le sable nu. Au premier abord, on se demande si ce ne sont pas les Indiens qui les auraient formés sur la glace, dans un but quelconque. Sur quoi, la glace s'étant dissoute, ils auraient coulé au fond, mais ils sont trop réguliers, et certains d'entre eux nettement trop frais pour cela. Ils sont semblables à ceux qu'on trouve dans les rivières, mais comme il n'y a ici ni mulet ni lamproie, j'ignore de quel poisson il pourrait être l'œuvre. Il se peut que ce soit les nids du meunier. Il prête au fond un plaisant mystère. La rive est suffisamment irrégulière pour n'être pas monotone. J'ai présent à l'esprit l'occidentale, échancrée de baies profondes, la septentrionale, plus abrupte, et la méridionale, tout en gracieux festons, où des caps successifs se superposent partiellement, suggérant l'existence entre eux de criques inexplorées. La forêt ne se montre jamais mieux enchâssée, ni si particulièrement belle, que vue du milieu d'un petit lac si parmi les collines qui s'élèvent du bord de l'eau, car l'eau dans laquelle elle se reflète non seulement forme en pareil cas le premier plan le plus parfait, mais grâce aux sinuosités de sa rive, lui dessine la plus naturelle et la plus agréable limite.
Il n'est là sur sa lisière ni crudité ni imperfection, comme aux endroits où la hache a fait une éclaircie et à ceux où aboutit un champ cultivé. Les arbres ont toute place pour s'étendre sur le côté de l'eau, et c'est dans cette direction que chacun d'eux pousse sa branche la plus vigoureuse. La nature a tressé là une lisière naturelle, et l'œil s'élève par juste gradation des humbles arbrisseaux de la rive aux arbres les plus hauts. Là se voient peu de traces de la main de l'homme. L'eau baigne la rive comme elle faisait il y a 1000 ans. Le lac est le trait le plus beau et le plus expressif du paysage. C'est l'œil de la terre, où le spectateur, en y plongeant le sien, sonde la profondeur de sa propre nature. Les arbres fluviatiles, voisins de la rive, sont les cils délicats qui le frangent, et les collines et rochers boisés qui l'entourent, le sourcil qui le surplombe. Debout sur la grève égale, située à l'extrémité est de l'étang, par un calme après-midi de septembre, lorsqu'un léger brouillard estompe le contour de la rive opposée, j'ai compris d'où venait l'expression « le cristal d'un lac ». Si vous renversez la tête, il a l'air du plus ténu fil de la Vierge étiré en travers de la vallée, et luisant sur le fond de bois de pin lointain, séparant un stratum de l'atmosphère d'un autre. Vous diriez qu'il n'y a qu'à passer dessous à pied sec pour gagner les collines d'en face, et que les hirondelles qui le rasent de l'aile n'ont qu'à percher dessus. À vrai dire, il leur arrive parfois de plonger au-dessous de la ligne. Ils semblent par méprise et de se voir désabusés. Si vous regardez par-dessus l'étang vers l'ouest, vous êtes obligé d'employer les deux mains pour vous défendre les yeux du soleil réfléchi aussi bien que du vrai, car ils sont également éclatants. Et si entre les deux vous inspectez scrupuleusement sa surface, elle est à la lettre aussi lisse que du cristal, sauf où les insectes patineurs, éparpillés sur toute son étendue à intervalles égaux, produisent sur elle, par leurs mouvements dans le soleil, le plus beau scintillement imaginable. Sauf aussi, peut-être, où un canard se nettoie la plume. Sauf, enfin, où, comme je l'ai dit, une hirondelle la rase à la toucher. Il se peut qu'au loin, un poisson décrive un arc de 3 ou 4 pieds dans l'air, ce qui produit un brillant éclair où il émerge et un autre où il frappe l'eau. Parfois se révèle tout entier l'arc d'argent. Ou bien est-ce par-ci par-là, flottant à sa surface, quelque duvet de chardon que visent les poissons, la ridant encore de leur élan? Il ressemble à du verre fondu refroidi mais non durci, et les quelques molécules en lui sont pures et belles, comme les imperfections dans le verre. Vous pouvez souvent surprendre une eau plus polie encore et plus sombre, séparée du reste comme par un invisible fil d'araignée, chaîne de garde des naïades et qui dessus repose. D'un sommet de la colline, il vous est loisible de voir un poisson sauter presque n'importe où, car il n'est brocheton ni verron, cueillant un insecte à cette surface polie qui ne dérange manifestement l'équilibre du lac entier. Étonnant le soin avec lequel ce simple fait est annoncé. Ce meurtre de piscine se saura, et de mon lointain perchoir je distingue les ondulations circulaires lorsqu'elles ont une demi-douzaine de verges de diamètre. Vous pouvez surprendre jusqu'à une punaise d'eau, Gyrinus, en progrès de marche continue sur la surface polie à un quart de mille, car elle sillonne l'eau légèrement, produisant une ride visible que limitent 2 lignes divergentes, alors que les insectes patineurs glissent sur lui sans le rider de façon perceptible. Lorsque la surface est fort agitée, plus de patineurs ni de punaises. Mais évidemment, les jours de calme, ils quittent leur havre et s'éloignent du rivage en glissant à l'aventure par courts soubresauts, jusqu'à ce qu'ils la couvrent en entier. C'est une occupation calmante, par un de ces beaux jours d'automne quand toute la chaleur du soleil s'apprécie pleinement, de prendre pour siège une souche d'arbre, sur quelque hauteur comme celle-ci, l'étang sous les yeux, et d'étudier les cercles de rides qui s'inscrivent sans cesse sur sa surface, autrement invisible parmi le ciel et les arbres réfléchis. Sur cette grande étendue, pas un trouble qui aussitôt, doucement, ne s'atténue et s'apaise,
comme dans le vase d'eau ébranlé, les cercles tremblants en quête de ses bords pour tout retrouver son égalité. Pas un poisson ne peut sauter plus qu'un insecte tombé sur l'étang sans que la nouvelle s'en répande, en rides élargissant leur cercle, en ligne de beauté, comme qui dirait le constant affleurement de sa fontaine, la douce pulsation de sa vie, le soulèvement de son sein. Les frissons de joie ne se distinguent pas des frissons de douleur. Que paisibles les phénomènes du lac! De nouveau brillent les œuvres de l'homme comme au printemps. Que dis-je? Pas une feuille, une brindille, une pierre, une toile d'araignée qui n'étincelle alors au milieu de l'après-midi, comme lorsque la rosée les recouvre par un matin de printemps. Pas un mouvement d'aviron ou d'insecte qui ne se traduise par un soudain éclair. Et si l'aviron tombe, que délicieux l'écho! En tel jour, de septembre ou d'octobre, Walden est un parfait miroir de la forêt, serti tout autour de pierres aussi précieuses à mes yeux que si elles fussent moindres ou de plus de prix. Rien d'aussi beau, d'aussi pur, et en même temps d'aussi large qu'un lac peut-être, ne repose sur la surface de la terre. De l'eau-ciel. Il ne réclame point de barrière. Les nations viennent et s'en vont sans le souiller. C'est un miroir que nulle pierre ne peut fêler, dont le vif argent jamais ne se dissipera, dont sans cesse la nature ravive le doré. Ni orage, ni poussière ne saurait ternir sa surface, toujours fraîche. Un miroir dans lequel sombre toute impureté à lui présentée, que balaie et époussette la brosse brumeuse du soleil. Voici l'essuie-meuble léger, qui ne retient nul souffle sur lui exhalé, mais envoie le sien flotter en nuage tout au-dessus de sa surface et se faire réfléchir encore sur son sein. Un chant d'eau trahit l'esprit qui est dans l'air. Sans cesse, il reçoit d'en haut vie nouvelle et mouvement. Par sa nature, il est intermédiaire entre la terre et le ciel. Sur terre, on doit seul l'herbe et les arbres, alors que l'eau est elle-même ridée par le vent. Je vois aux raies, aux bluettes de lumière, où la brise s'élance à travers lui. Il est remarquable de pouvoir abaisser les yeux sur sa surface. Peut-être finirons-nous par abaisser ainsi nos regards sur la surface de l'air et par observer où un esprit plus subtil encore le parcourt. Les insectes patineurs et les punaises d'eau, finalement, disparaissent dans la seconde quinzaine d'octobre, quand surviennent les gelées sérieuses. Et alors, aussi bien qu'en novembre, d'ordinaire, les jours de calme, il n'est absolument rien pour rider son étendue. Un après-midi de novembre, dans le calme qui succédait à une tempête de pluie de plusieurs jours, alors que le ciel était encore tout couvert et l'air rempli de vapeur, j'observai que l'étang se montrait étrangement poli, au point qu'il était difficile de distinguer sa surface, quoiqu'il réfléchît non plus les teintes brillantes d'octobre, mais les sombres couleurs de novembre des collines environnantes. J'avais beau passer dessus aussi doucement que possible, les légères ondulations produites par mon bateau s'étendaient presque aussi loin que mon regard pouvait porter et donnaient aux images un aspect froncé. Mais en promenant les yeux sur le miroir, j'aperçus à quelque distance, çà et là, une faible lueur, comme si des insectes patineurs échappés au gelé s'y étaient rassemblés, à moins peut-être que la surface, à cause d'un tel poli, ne révélât l'emplacement où, du fond, sourdait une fontaine. Ramant doucement jusqu'à l'un de ces endroits, je fus surpris de me trouver entouré d'une myriade de petites perches, de 5 pouces environ de long, d'un beau bronze dans l'eau verte, en train de s'ébattre là, qui montait sans cesse à la surface et la ridait. Parfois, il laissait des bulles. Dans cette eau, si transparente et qu'on eût dite sans fond, réfléchissant les nuées, il me parut que je flottais en ballon dans l'air, et leur nage me fit l'effet d'une sorte de vol ou voltigement, comme d'une troupe compacte d'oiseaux en train de passer juste au-dessous de mon niveau, à droite ou à gauche, leurs nageoires, telles des ailes, tendues tout autour d'eux. Il y en avait de nombreux bancs dans l'étang, apparemment utilisant les courtes heures qui séparaient de celles où l'hiver tirerait un volet de glace au-dessus de leurs grandes lucarnes, parfois donnant l'illusion du toucher, là, de la brise ou de la chute de quelques gouttes de pluie.
M'en étant approchées sans soin et les ayant alarmées, elles fouettèrent soudain de la queue l'eau qu'elles firent bouillonner, comme si on l'eût frappée d'une branche touffue, et prirent aussitôt refuge dans les profondeurs. À la fin, le vent s'éleva, la brume épaissit, les vagues se mirent à courir et la perche sauta beaucoup plus haut qu'auparavant, à demi hors de l'eau, 100 points noirs de 3 pouces de long, tout ensemble au-dessus de la surface. Il n'est pas jusqu'au 5 décembre, une année, que je n'ai vu cette surface présenter quelques rides, sur quoi, pensant qu'il allait incontinent pleuvoir à verse, l'air étant chargé de vapeur, je me hâtai de me mettre aux avirons et de nager pour rentrer. Déjà la pluie semblait augmenter rapidement, quoique je n'en sentisse nul sur la joue, et j'entrevoyais un bain sérieux. Mais tout à coup, les rides cessèrent, attendu que c'était la perche qui les produisait, la perche que le bruit de mes avirons avait fait fuir dans les profondeurs, et je vis leurs bancs en train de disparaître confusément. Ainsi, tout compte fait, passai-je un après-midi sec. Un vieillard qui, il y a quelque 60 ans, fréquentait cet étang alors noir de forêts environnantes, me raconte qu'en ce temps-là, il lui arriva de le voir grouillant de canards et autres gibiers d'eau, qu'en outre, nombre d'aigles le hantaient. Il venait ici en partie de pêche et se servait d'une vieille pirogue qu'il trouva sur la rive. Faite de 2 billes de pin du nord creusées et clouées côte à côte, elle était coupée en carrés aux 2 bouts. Très grossière, elle dura un grand nombre d'années avant de s'engager d'eau pour peut-être couler au fond. Il ne sut pas à qui elle était. Elle appartenait à l'étang. Il avait coutume de fabriquer un câble pour son ancre à l'aide de rubans d'écorce d'hickory liés ensemble. Un vieillard, un potier qui habitait près de l'étang avant la Révolution, lui raconta une fois qu'il y avait un coffre de fer au fond et qu'il l'avait vu. Ce coffre s'en venait parfois flotter jusqu'à la rive, mais faisiez-vous mine de vous diriger vers lui, qu'il rentrait en eau profonde et disparaissait. Il me plut d'entendre parler de la vieille pirogue en billes de pin, qui prit la place d'une indienne de la même matière, mais de construction plus gracieuse, et peut-être avait tout d'abord compté parmi les arbres de la berge, puis était pour ainsi dire tombé dans l'eau afin d'y flotter pendant une génération, vaisseau tout indiqué du lac. Je me rappelle que lorsqu'au début je plongeais le regard dans ces profondeurs, on y pouvait voir confusément nombre de gros troncs reposés sur le fond, lesquels avaient été soit renversés là par le vent, jadis, soit laissés sur la glace à la dernière coupe, quand le bois était à meilleur compte. Mais voici qu'ils ont pour la plupart disparu. Lorsque je commençai à pagayer sur Walden, il était de toutes parts environné d'épais et majestueux bois de pin et de chêne. Et en quelques-unes de ces criques, des vignes avaient escaladé les arbres voisins de l'eau pour former des berceaux sous lesquels un bateau pouvait passer. Les collines qui forment ces rives sont si escarpées et si hauts alors étaient les bois qui les couvraient que de l'extrémité ouest, abaissez-vous les yeux, ils prenaient l'aspect d'un amphithéâtre destiné à quelque spectacle sylvestre. J'ai passé bien des heures, alors que j'étais plus jeune, à flotter à sa surface au gré du zéphyr, après avoir pagayé jusqu'au centre, étendu sur le dos en travers des bancs du bateau, par quelque après-midi d'été, rêvant les yeux ouverts, jusqu'à ce que le bateau touchant le sable, cela me réveilla, et je me redressasse pour voir sur quel rivage mes destins m'avaient poussé, jour où la paresse était la plus attrayante, la plus productive industrie. Maintes matinées me suis-je échappé, préférant employer ainsi la plus estimée partie du jour, car j'étais riche, sinon d'argent, du moins d'heures ensoleillées comme de jours d'été, et les dépensais sans compter. Ni ne regrettai-je de ne pas en avoir gaspillé davantage dans l'atelier ou dans la chaire du professeur. Mais depuis que j'ai quitté ces rives, la hache en a accru encore la solitude, et voici que pour bien des années, il n'est plus de promenade sous les hauts arceaux du bois, avec de temps à autre des échappées de vue sur l'eau. Ma muse peut être excusée de se taire désormais. Comment espérer des oiseaux qu'ils chantent si leurs bocages sont abattus? Maintenant, c'en est fini des troncs d'arbres du fond, de la vieille pirogue en billes de pin, des bois sombres environnants.
Et les gens du village, qui savent à peine où il est situé, au lieu d'aller à l'étang se baigner et boire, songent à en amener l'eau, qui devrait être pour le moins aussi sacrée que celle du Gange, jusqu'au village, par un tuyau, pour s'en servir à laver la vaisselle, à bénéficier de leur Walden d'un tour de robinet ou d'un coup de piston. Ce diabolique cheval de fer, dont le hennissement déchirant s'entend d'un bout de la commune à l'autre, a troublé de son sabot la fontaine bouillonnante, et c'est lui qui a brouté à blanc les bois de la rive de Walden. Ce cheval de Troie, avec son millier d'hommes dans le ventre, introduit par les mercenaires grecs. Où donc le champion du pays, le Moor du hall des Moors, pour aller l'affronter dans la grande tranchée et plonger une lance vengeresse entre les côtes de la peste bouffie? Néanmoins, de tous les personnages que j'ai connus, Walden est-il peut-être celui qui porte le mieux et le mieux conserve sa pureté. Bien des hommes lui ont été comparés, mais il en est peu qui méritent cet honneur. Quoique les bûcherons aient mis à nu l'abord de cette rive, puis cette autre, et que les Irlandais aient bâti à proximité de lui leurs étables à port, que le chemin de fer ait violé sa frontière et que les hommes de la glace l'aient un jour écumé, il demeure, lui, immuable, telle eau sur laquelle tombèrent les yeux de ma jeunesse. Tout le changement est en moi. Pas une ride ne lui est restée de tous ses froncements. Il est éternellement jeune, et je peux, comme au temps jadis, m'arrêter pour voir une hirondelle plonger, afin apparemment de cueillir un insecte à sa surface. C'est une chose qui ce soir m'a encore frappé, comme si je ne la voyais se répéter presque chaque jour depuis plus de 20 ans. Et quoi? Voici Walden, ce lac sauvage que je découvris il y a tant d'années. Où l'on abattit une forêt l'hiver dernier, une autre surgit, aussi vigoureuse que jamais près de sa rive. La même pensée jaillit à sa surface, qui était la pensée d'alors. C'est la même joie, le même bonheur liquide pour lui-même et son créateur, oui, et il se peut pour moi. C'est l'ouvrage sûrement d'un brave homme, en qui jamais il n'y eut de fraude. De sa main, il arrondit cette eau, l'approfondit et la clarifia en sa pensée, pour dans son testament la léguer à Concorde. Je vois au visage de Walden que Walden est visité de la même réflexion, et je peux presque dire « Walden, est-ce toi ?» Non, ce n'est pas un rêve, pour l'appoint d'une brève. Je ne peux approcher plus de Dieu ni du ciel qu'en vivant contre Walden. C'est moi, sa rive de pierre, moi, la brise qui l'effleure. Dans le creux de ma main, sable et eau, je le tiens, et sa plus profonde retraite, de ma pensée est le fait. Les wagons ne s'attardent jamais à le regarder. Toutefois, j'imagine que les mécaniciens, les chauffeurs et les gardes-freins, et ces voyageurs qui, pourvus d'un abonnement, le voient à maintes reprises, doivent à sa vue d'être meilleurs. Le mécanicien n'oublie pas le soir, ou sa nature n'oublie pas, qu'une fois au moins dans la journée, il a eu cette vision de sérénité et de pureté. Le vit-on simplement une fois, qu'il aide cependant à laver de l'esprit State Street et la suie de la machine. On propose de l'appeler la goutte de Dieu. J'ai dit que Walden n'a ni canal d'entrée ni canal de sortie visible, mais il est d'une part relié au loin et indirectement à l'étang de Flint, qui est plus élevé, par un chapelet de petits étangs venant de ces parages, d'autre part directement et manifestement à la rivière de Concorde, qui est plus bas, par un chapelet semblable d'étangs à travers lequel, en une autre période géologique, il se peut qu'il ait coulé, et par lequel un petit dragage, dont Dieu nous préserve, suffirait pour le faire recouler. Si en vivant de la sorte, discret et austère, comme un ermite dans les bois, des siècles et des siècles, il a acquis cette pureté merveilleuse, qui donc ne regretterait que les eaux comparativement impures de l'étang de Flint se mêlent à lui, ou que lui-même aille jamais perdre sa suavité dans les eaux de l'océan. L'étang de Flint, ou étang sableux, en Lincoln, notre plus grand lac et mer intérieure, repose à 1 mile environ est de Walden. Il est beaucoup plus grand,
passant pour contenir 197 acres, et plus poissonneux. Mais il est peu profond en comparaison, et sa pureté n'a rien de remarquable. Une promenade par les bois jusque-là était souvent ma récréation. Cela en valait la peine, quand ce n'eût été que pour sentir le vent vous souffler franchement sur la joue et pour voir les vagues courir, qui vous rappelaient la vie du marin. J'y allais ramasser des châtaignes en automne, les jours de vent, où elles tombaient dans l'eau qui les rejetait à mes pieds. Et un jour que je me frayais ma route le long de ces bords couverts de roseaux, la face fouettée de fraîche écume, je rencontrai l'épave vermoulue d'un bateau, les flancs partis et sans guère plus que l'empreinte de son fond plat laissée parmi les roseaux. Toutefois, le modèle en restait-il nettement défini, telle une grande feuille de nénuphar avec ses nervures. C'était une épave tout aussi émouvante qu'on la saurait imaginer sur le rivage de la mer, et qui portait tout autant sa morale. C'est aujourd'hui simple terreau et rive d'étang que rien ne distingue, à travers quoi roseaux et iris ont poussé. J'aimais à admirer les rides laissées sur le fond de sable à l'extrémité nord de cet étang, et que la pression de l'eau avait rendu ferme et dure sous le pied du pataugeur, ainsi que les roseaux qui poussaient en file indienne, en lignes ondoyantes, correspondant à ces rides, rang derrière rang, comme si ce fussent les vagues qui les eussent plantés. Là aussi j'ai trouvé en quantité considérable d'étranges pelotes, composées en apparence d'herbes fines ou fines racines, des riocoles peut-être, d'un demi-pouce à 4 pouces de diamètre et parfaitement sphériques. Elles vont et viennent sur les hauts fonds de sable et se trouvent parfois rejetées sur la rive. Elles sont toutes herbes ou pourvues d'un peu de sable au milieu. Au premier abord, on les dirait façonnées par l'action des vagues, comme un galet. Les plus petites, elles-mêmes, sont faites d'éléments tout aussi grossiers, d'un demi-pouce de long. Elles ne se produisent qu'à une seule saison de l'année. D'ailleurs, les vagues, j'imagine, construisent moins qu'elles n'usent une matière qui a déjà acquis de la consistance. Ces boules, une fois sèches, conservent leur forme durant un temps indéfini. L'étang de Flint. Telle est la pauvreté de notre nomenclature. De quel droit l'immonde et stupide fermier, qui a dénudé sans pitié les bords de cette eau d'azur où sa ferme aboutissait, lui a-t-il donné son nom? Quelque skinflint, fesse Mathieu, qui aimait mieux la surface réfléchissante d'un dollar ou un sou bien luisant, dans lequel mirait sa propre face endurcie, pour qui il n'était pas jusqu'aux canards sauvages venus là se poser, qui ne fussent des intrus, les doigts changés en serres crochues et cornés par la longue habitude de saisir en harpie. Aussi n'en est-ce pas le nom pour moi. Je ne vais pas là pour voir cet homme ni entendre parler de lui, lui qui jamais ne le vit, jamais ne s'y baigna, jamais ne l'aima, jamais ne le protégea, plus que ne trouva une bonne parole à en dire, ni ne remercia Dieu de l'avoir fait. Qu'on donne à l'étang plutôt le nom des poissons qui nagent dedans, des oiseaux ou quadrupèdes sauvages qui le fréquentent, des fleurs sauvages qui croissent sur ses rives, ou de quelque homme ou enfant sauvage dont le fil de l'histoire soit tissé avec le sien. Non pas de celui qui ne pouvait montrer d'autre titre à sa possession que l'acte à lui donné par un voisin ou une législature de même âme, de celui qui ne pensait qu'à sa valeur pécuniaire et dont la présence peut-être porta malheur à toute la rive, qui pompa la terre tout autour et en eût volontiers pompé dedans les eaux, qui regrettait seulement que ce ne fût pas foin anglais ou marais à Canneberge. Il n'y avait parbleu rien à ses yeux pour le racheter, et l'eût desséché et vendu pour la vase qui était au fond. Il ne faisait pas tourner son moulin, et ce n'était nul privilège sien de le contempler. Non, je ne respecte pas les travaux, la ferme de cet homme, où il n'est rien qui ne soit coté à son prix, de cet homme qui porterait le paysage, porterait son Dieu au marché, s'il pouvait en tirer quelque chose, qui va au marché, oui da, en quête de son Dieu, sur la ferme de qui rien ne croît en liberté, dont les champs ne portent pour récolte, les prés pour fleurs, les arbres pour fruits, que des dollars, qui n'aime pas d'amour la beauté de ses fruits, et pour qui ces fruits ne sont mûrs qu'une fois convertis en dollars. Donnez-moi la pauvreté,
qui jouit de la véritable opulence. Les fermiers à mes yeux ne sont respectables et intéressants qu'autant qu'ils sont tristes, de tristes fermiers. Une ferme modèle, où la maison se tient comme un champignon dans un tas de fumier, chambre pour hommes, chevaux, bœufs et pourceaux, propre et non, toutes contiguës l'une à l'autre, approvisionnée en hommes, un grand lieu de graillons, odorant l'engrais et le petit lait, sous un imposant état de culture, engraissé de cœurs et de cerveaux d'hommes, comme s'il vous fallait faire pousser vos pommes de terre dans le cimetière. Telle est une ferme modèle. Non. Non, s'il faut aux plus belles lignes du paysage se voir donner des noms qui rappellent les hommes, que ce ne soit que ceux des hommes les plus nobles, les plus dignes, que nos lacs reçoivent des noms au moins aussi conformes que la mer Icarienne, où retentit encore le rivage d'une vaillante tentative. L'étang de Loy, de peu d'étendue, est situé sur ma route lorsque je vais à celui de Flint. Fairhaven, débordement de la rivière de Concord, dit d'une contenance de quelques 70 acres, est à 1 mile au sud-ouest, et l'étang Blanc, de 40 acres environ, est à 1 mile et demi au-delà de Fairhaven. C'est ma région des lacs. Ceux-ci, avec la rivière de Concord, sont mes privilèges d'eau, et jour et nuit, d'un bout de l'année à l'autre, ces eaux-là mouent de tels grains que je leur porte. Depuis que les bûcherons et le chemin de fer, et moi-même, avons profané Walden, peut-être le plus attrayant sinon le plus beau de tous nos lacs, la perle des bois, est-il l'étang Blanc. Un pauvre nom venu de sa fréquente répétition, dérivé soit de la pureté remarquable de ses eaux, soit de la couleur de ses sables. À cet égard, comme à d'autres toutefois, c'est un jumeau plus petit de Walden. Ils se ressemblent tellement qu'on les dirait devoir se relier sous terre. Il a la même rive pierreuse et ses eaux sont de même teinte. Comme pour Walden, par un jour accablant de canicule, si l'on regarde de haut à travers les bois quelqu'une de ces baies, lesquelles ne sont pas si profondes qu'elles ne se teintent du reflet de leur fond, ces eaux sont d'un vert bleuâtre et brumeux ou glauque. Il y a nombre d'années, j'allais là ramasser le sable par charretée pour faire du papier verré, et j'ai continué depuis à lui rendre visite. Quelqu'un qui le fréquente propose de l'appeler le lac Viride. Peut-être pourrait-on l'appeler le lac du Pin Rouge, à cause du fait suivant. Il y a une quinzaine d'années, on pouvait voir le sommet d'un pitch-pin, du genre appelé par ici pin rouge, quoique ce ne soit pas une espèce distincte, émerger de la surface en eau profonde, à pas mal de verges de la rive. Certains allèrent jusqu'à supposer que l'étang avait baissé et que c'était un reste de la forêt primitive qui jadis se dressait là. Je découvre que déjà en 1792, dans une description topographique de la ville de Concord par l'un de ses citoyens, dans les collections de la Société historique du Massachusetts, l'auteur, après avoir parlé de l'étang de Walden et de l'étang Blanc, ajoute « Au milieu de ce dernier, on peut voir, lorsque l'eau est très basse, un arbre qu'on dirait avoir poussé sur le lieu où maintenant il se dresse, quoique les racines en soient à 50 pieds au-dessous de la surface de l'eau. La cime de cet arbre est cassée et, à cet endroit, mesure 14 pouces de diamètre. » Au printemps de 49, je causais avec le plus proche voisin de l'étang de Sudbury, lequel me raconta que c'était lui qui avait enlevé cet arbre 10 ou 15 années auparavant. Autant qu'il pouvait s'en souvenir, l'arbre se trouvait à 12 ou 15 verges de la rive, où l'eau avait de 30 à 40 pieds de profondeur. C'était en hiver, et il avait passé la matinée à enlever de la glace. Or, il avait résolu que dans l'après-midi, avec l'aide de ses voisins, il arracherait le vieux pin rouge. Il ouvrit à la scie dans la glace un canal allant vers la rive, et avec des bœufs amena l'arbre à flotter, renversé tout le long, pour ensuite le remonter sur la glace. Mais il n'était pas encore allé bien loin dans son travail qu'à sa surprise, il découvrit que l'arbre se présentait par le bout qu'il ne fallait pas, le tronçon des branches dirigé de haut en bas et le petit bout solidement fixé dans le fond de sable. C'était un arbre d'environ 1 pied de diamètre au gros bout, ce qui avait donné à notre homme l'espoir d'en tirer quelque chose à la scie,
Mais il était si pourri qu'il ne put convenir qu'à faire du feu, et encore. Il lui en restait, sous son hangar. On voyait au gros bout des traces de haches et de pivers. Selon lui, ce pouvait avoir été un arbre mort de la rive, finalement poussé par le vent dans l'étang, et qui, la cime une fois engagée d'eau, alors que le gros bout restait sec et léger, s'en était allé à la dérive, coulé la tête en bas. Son père, âgé de 80 ans, ne pouvait se rappeler ne pas l'avoir vu là. Plusieurs belles et grosses billes sont encore visibles au fond, où, à cause de l'ondulation de la surface, on les prendrait pour de monstrueux serpents d'eau en mouvement. Rare fut le bateau qui profana cet étang, attendu qu'il ne renferme guère de quoi tenter le pêcheur. Au lieu du nénuphar blanc qui requiert de la vase ou du vulgaire jonc odorant, c'est l'iris bleu, iris versicolore, qui pousse clairsemé dans l'eau pure et s'élève du fond pierreux tout autour de la rive, où il se voit, en juin, visité par les oiseaux-mouches, et la couleur de ses glaives bleuâtres comme de ses fleurs, surtout leurs reflets, se marie étrangement à l'eau glauque. L'étang blanc et Walden sont de grands cristaux à la surface de la terre, des lacs de lumière. Fussent-ils congelés de façon permanente et assez petits pour qu'on s'en saisisse, qu'ils se verraient sans doute emportés par des esclaves, telles des pierres précieuses, pour aller adorner les têtes d'empereurs. Mais liquides et spacieux, et à nous comme à nos successeurs pour toujours assurés, nous n'en faisons point cas et courons après le diamant de Koh-i-Noor. Ils sont trop purs pour avoir une valeur marchande. Ils ne renferment pas de fumier. Combien plus beaux que nos existences, combien plus transparents que nos personnages. D'eux, nous n'apprîmes jamais la bassesse. Combien plus légitime que la mare devant la porte du fermier, dans laquelle nagent ses canards. Ici viennent les beaux et propres canards sauvages. La nature n'a pas un hôte humain pour l'apprécier. Les oiseaux, avec leur plumage et leur chant, sont en harmonie avec les fleurs. Mais où le jeune homme? Où la jeune fille pour concourir à la sauvage et luxuriante beauté de la nature? C'est surtout seule qu'elle est florissante, loin des villes où il réside. Parlez du ciel, vous déshonorez la terre.